Rejoignez-nous pour 3 soirées dédiées à l'anesthésie pédiatrique les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars à 19h30. Le professeur Isabelle Constant présentera au travers de cas cliniques du quotidien les grands principes d'organisation et de gestion des risques pour la prise en charge des enfants au bloc opératoire. Une première session, le jeudi 11 janvier, sera consacrée aux grands principes d'organisation et aux spécificités de l'accueil d'un enfant, de la consultation à l'hospitalisation, en passant par la checklist, la prise en charge au bloc opératoire ainsi qu'en salle de réveil. Ces recommandations seront déclinées autour d'un cas clinique de chirurgie de circoncision. Le deuxième live, le 31 janvier, présentera un cas d'adénoïdectomie. C'est le risque respiratoire qui sera au cœur de nos discussions avec la prévention et la prise en charge des désaturations, laryngospasmes et bronchospasmes. C'est un sujet d'actualité car nous sommes en pleine période de prise en charge des enfants enrhumés. Enfin, la troisième soirée du 6 mars s'intéressera à l'amygdalectomie, dont on redoute principalement les complications hémorragiques, en cohérence avec les recommandations des sociétés françaises d'anesthésie et d'ORL. Nous détaillerons l'évaluation préopératoire, les critères de réalisation en ambulatoire, la gestion anesthésique et les complications, saignements, douleurs, nausées, vomissements, ainsi bien sûr que la problématique du recours à un centre de référence. Que vous soyez anesthésiste, infirmière ou responsable d'un centre avec une activité de pédiatrie, inscrivez-vous pour 1 heure de formation interactive en format Web TV sur le site Branchet Solutions à l'onglet Formation. Ces formations sont ouvertes à tous. Parlez-en autour de vous, invitez vos IAD, les infirmières de salle de réveil, les responsables de bloc opératoire et même pourquoi pas vos collègues chirurgiens, urologues ou ORL. Après avoir participé à l'émission, vous recevrez un certificat qui participera à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. 19h30 les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars. À très bientôt sur nos plateaux. Merci Mathieu pour cette présentation sur le parcours pédiatrique. Alors nous, ce soir, on ne va pas parler de pédiatrie uniquement, on va parler de la checklist. Donc la checklist, pour cela, nous avons 2 invités. Nous avons Pauline Ledino, qui est orthopédiste et qui travaille à l'hôpital, au grand hôpital de l'Est francilien, c'est bien ça ? Bon. Et puis Philippe Cabarrot, qui est gastro-entérologue, mais qui est également un conseiller senior pour la qualité et la sécurité des soins de la HAS. Et c'est avec cette qualité qu'il va pouvoir nous parler de la checklist pour laquelle il a beaucoup contribué à la version 1 et toutes les évolutions qu'il y a eu derrière. On parlera également de quelques spécificités de l'évolution de la checklist, avec un petit focus sur la LR, un petit focus sur la pédiatrie, et Pauline nous parlera dessus du focus pour l'orthopédie. Tout à fait. Donc, comme on a un temps restreint, Philippe, à toi. Bien, bonjour à tous. Merci à Patrick Georges et à toute l'équipe de Branchet de nous avoir invités pour parler de ce sujet qui est bien connu dans tous les blocs de France et de Navarre, je rajouterai, depuis plus de 15 ans. Ça fait partie du quotidien de tous les professionnels. Alors, donc, c'est très bien que vous soyez déjà nombreux autour de ce webinaire. Je ne doute pas que les retransmissions vont conquérir un public très important. Et parce que on va vous parler du second souffle de cette checklist. Bon, quand on parle de second souffle, en général, c'est parce qu'on est essoufflé. Mais c'est pour retrouver du sens à cette méthode d'amélioration de la communication qu'on va vous parler ce soir. Alors juste une chose, vous pouvez poser les questions, hein, c'est interactif, donc vous avez un chat là, posez les questions, moi je les lis et puis je les regroupe et je les pose ensuite à nos intervenants. Donc surtout, ne gênez pas. Là. Donc, dans ce public que j'imagine nombreux, il doit y avoir d'un côté des zélateurs de la checklist qui sont absolument convaincus de son intérêt, peut-être parfois suite à un événement douloureux qui les a convertis sur le chemin de Damas. À l'opposé, il y a certainement des adversaires, des détracteurs
qui considèrent que c'est quelque chose de complètement inutile qui fait perdre du temps. Et entre les deux, il y a certainement un ventre mou dans lequel la plupart sont, laissant faire cette checklist en y participant plus ou moins activement avant, pendant leur intervention. Alors, hop là. Et pourtant, qui peut être contre l'idée que partager au sein de l'équipe des informations essentielles concernant le patient, de vérifier des points critiques avant, pendant et, j'insiste, après chaque intervention, coule de source. Tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il y a dans la littérature des questionnaires qui ont montré que la majorité, je crois que c'est 92% des chirurgiens interrogés, souhaiteraient absolument que la checklist soit réalisée avant leur intervention. Voilà, donc cette checklist, elle est arrivée au 1er janvier 2010 dans tous les blocs français, impulsée par la Haute Autorité de Santé qui l'a rendue obligatoire dans le cadre de sa procédure de certification des établissements de santé. Et malgré qu'elle soit donc en vigueur depuis presque 15 ans, pas tout à fait, 14, on ne peut pas dire qu'elle soit réalisée de manière optimale dans tous les blocs français. Alors, il y a des endroits où c'est absolument bien fait, de manière remarquable, mais force est de constater qu'elle n'est pas réalisée de manière optimale. Voilà, donc on va parler au cours de cette émission des forces, faiblesses, des opportunités et des menaces autour de ce petit bout de papier, même si en général il n'est plus en papier, il est en version informatique, qui a en fait un seul objectif: améliorer la communication au bloc opératoire, dont on sait que des défauts de communication sont responsables de 1/3 des événements indésirables qui surviennent au bloc opératoire. C'est d'autant plus important que le nombre des événements indésirables, malgré tous les efforts, malgré tous les progrès, ne diminue pas, et qu'on dit qu'à peu près 1/3 des événements indésirables pourraient être évitables. Donc, les histoires de checklist sont vieilles comme le monde. Je ne parlerai pas des listes de courses. J'insisterai sur 2 checklists. Il faut avoir ces modèles en tête. On est juché sur les épaules de ces géants, donc ça nous permet de voir un peu plus loin. Le premier modèle de l'aéronautique, dont on serine souvent aux docteurs qu'il ferait mieux de faire comme les aviateurs, mais enfin bon, les aviateurs ils ne se prennent pas pour des médecins pour autant. Donc la première checklist dans l'aéronautique, ça a été celle qui a été utilisée pour le Boeing modèle 299 du US Air Force, mieux connu sous le nom de Forteresse volante, qui a vendu, je crois, 14 000 exemplaires, qui a servi sur tous les théâtres d'opération, de l'Allemagne au Vietnam, en passant par la Corée, avec les effets que malheureusement on connaît. Et bien cette success story aurait pu ne pas voir le jour, parce que cet avion était tellement compliqué à faire voler que chaque fois qu'ils essayaient de le faire voler, notamment en démonstration, il allait au tapis. Et pour résoudre cette difficulté, ils ont eu l'idée de faire une checklist qui a permis de vérifier optimalement la procédure avant le décollage et qui a permis de faire voler cette forteresse volante. En médecine, c'est donc, vous voyez, quand même presque 60 ans après, 70 même, il y a une première médicale avec, dans le Michigan, Peter Pronovost, un anesthésiste réanimateur bien connu outre-Atlantique, qui a pensé qu'on pouvait nettement faire diminuer les complications liées aux cathéters veineux centraux en utilisant une checklist qui a fait, dans cette publication, drastiquement diminuer de 60% les événements désirables, ce qui est quand même important, et d'autant que ça s'est maintenu dans le temps. C'est la raison pour laquelle une checklist a été essayée par l'OMS au bloc opératoire en 2009. Donc c'est un essai qui a été réalisé avec un protocole avant-après mise en œuvre de la checklist dans 8 hôpitaux au travers du monde. Et pour les pays qui sont du même niveau de développement que la France, il y a une réduction de la morbidité, c'est-à-dire des complications périopératoires, de 25%. 25%. Dans les pays à moindre niveau de développement, il y avait même la mortalité qui était améliorée. Devant cette démonstration d'efficacité, l'HAS a rendu, comme je le disais en introduction, obligatoire cette checklist en 2010. Mais ce n'est pas la checklist de l'HAS, il faut déjà avoir ça en tête, c'est que c'est une checklist qui a été faite par les professionnels. C'était les sociétés savantes, les organisations professionnelles, des chirurgiens, des anesthésistes, des IAD, des IBOD, la représentation des patients qui ont établi ce document qui déjà était un petit peu consistant, pour ne pas dire copieux, et qui permettait donc, avec ces 3 colonnes, de checker ces informations avant, colonne de gauche, pendant
et après les interventions, souvent le parent pauvre. Voilà, cette checklist a été confrontée au réel et bien évidemment, on lui a trouvé plein de défauts. Et les gens se sont réunis et comme elle n'était pas assez longue et qu'il y avait de la place, ils ont rajouté des items. Alors certains sur la forme, parce qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas très bien. Il y avait des doubles négations pour est-ce qu'il est allergique ou pas, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont dit mais il manque des choses. Et même des directeurs d'hôpitaux qui ont pensé qu'il fallait faire signer les gens. Voilà. Donc ça a été rajouté en expliquant bien que ce n'était pas obligatoire. 2012, donc, elle a peut-être été un peu mieux acceptée puisqu'elle avait été testée, mais en 2018, il y avait encore un tout petit peu de place, donc on a rajouté des choses, mais plutôt de bonnes choses, notamment à l'initiative des orthopédistes et de leur organisme agréé d'accréditation Orthorisque qui a introduit cette notion de go, no go, c'est-à-dire qu'à l'issue des checks avant l'anesthésie et avant l'intervention de dire on y va ou on n'y va pas, et également de rajouter des éléments essentiels sur la pédiatrie, mais Patrick Georges y reviendra ultérieurement. Voilà, donc cette checklist, security safety, patient safety checklist. Bon, je le dis en français. La checklist sécurité du patient au bloc opératoire, c'est Surgical Safety Checklist. Voilà, je cherchais mes mots. C'est ma 3e réunion de la journée, je vous prie de m'excuser. Oui. Mais je suis quand même avec un très grand plaisir avec vous. Voyez, donc on fait un Google, je fais ce week-end, on a, je n'arrive plus très bien à lire, 23 700 000 rien que dans le monde anglo-saxon, résultat en 0,35 secondes. Bon, même si on essaye de cerner sur ce qui est un peu plus académique et professionnel, on voit qu'il y a 270 000... 218 000. Voilà. Merci, Pauline. Okay. Donc, de papiers un petit peu plus référencés. Donc, vous voyez, il y a une pléthore d'arguments pour la checklist, parce que ça a réellement fait scientifiquement la preuve de son efficacité. Il y a même eu des essais contrôlés randomisés, ce qui n'est pas habituel dans les programmes d'amélioration de la qualité et de la sécurité. Le gold standard de l'essai contrôlé, c'est pour les médicaments. Pour la qualité, c'est plutôt des études avant-après, mais enfin des designs précis. Et ça marche comment ? Ça marche en améliorant la communication au bloc opératoire et certainement en améliorant la culture sécurité au sein des équipes. Elle a été promue par les leaders mondiaux, y compris en France, de la chirurgie et également ceux qui sont dans le domaine de la sécurité des soins. Et on peut dire que cette checklist a une notoriété quasi absolue parce que jamais aucun programme de l'HAS, enfin porté par l'HAS, encore une fois, ce n'est pas un programme de l'HAS, c'est professionnel, mais porté par l'HAS, on peut dire elle est connue par tous les gens qui travaillent au bloc opératoire. C'est difficile d'aller dans un bloc opératoire, où que ce soit sur le territoire ou outre-mer, qui n'ait jamais entendu parler de la checklist au bloc opératoire. Alors, il y a quelques faiblesses parce que surtout cette foultitude de papiers, il y en a qui sont un petit peu plus dire oui, bon, ça améliore ceci, ça améliore moins cela. Mais en fait, tous ces papiers, c'est très hétérogène parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils mesurent exactement. En particulier, on ne sait pas si la checklist était bien faite, on ne sait pas si elle était tout le temps faite. Et donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est ce que j'ai cerclé en bas de la page, c'est que la mise en œuvre par une voie administrative ou réglementaire peine à reproduire les résultats positifs des études Princeps, c'est-à-dire les fameux 25% d'amélioration. Alors en France, ça n'a pas été fait, mais au Canada, en Ontario, ça a été fait, et ça a été rendu, comme en France, rendu obligatoire à une date donnée, et les résultats n'ont pas été à la hauteur. Mais encore une fois, c'est parce que certainement, il n'y a eu aucun accompagnement, il y a eu une décision administrative de poser le papier dans les blocs, et ça, on sait que ça ne marche pas. Mais retenez quand même que la checklist, scientifiquement, fait la preuve de son efficacité en améliorant la communication bloc opératoire. Alors, les opportunités, c'est que quand même, il faut regarder les choses en face. Il y a toujours, malheureusement, autant d'événements indésirables, qui soient très graves, comme par exemple une erreur de côté, qui peut malheureusement toujours survenir, ou alors des oublis de corps étrangers, ou alors des événements qui sont peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi graves, comme des défauts d'antibioprophylaxie, des hémorragies post-opératoires, enfin, bon nombre d'événements qui pourraient être contrôlés. C'est la raison pour laquelle, et je vais y revenir un petit peu après dans la deuxième partie, la HAS a changé totalement sa philosophie en matière de checklist. On va y revenir.
Les menaces, et ça c'est pour ça que ça sera très intéressant de recueillir l'avis de Pauline qui est en train de lancer la checklist dans son étabbissement à Meaux. Dans l'adaptation de la checklist. Dans l'adaptation de la checklist, de relancer la checklist, ce fameux second souffle, parce que c'est l'histoire de dire il suffit de faire la checklist pour améliorer les complications post-opératoires, c'est tout à fait différent de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est une intervention socio-professionnelle beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Et ce d'autant qu'en France, comme au Canada par exemple, ce que je disais, mais dans à peu près la plupart des pays de l'OCDE, le piège vient de son caractère obligatoire, ce qui fait qu'elle est toujours remplie, quasiment de manière mécanique, je dirais, et ce qui l'autodiscrédite, c'est autant que mal utilisée, elle n'arrête pas les événements. Donc c'est franchement la mauvaise décision. Et l'autre menace, c'est qu'elle est victime souvent de défauts de leadership professionnel. J'ai une question là-dessus. Oui. La checklist, on a bien compris qu'il y avait un background scientifique lourd pour montrer que ça servait à quelque chose. Mais en pratique, est-ce qu'on a des données pour dire en France on l'utilise ou pas? Et quand je dis on l'utilise, enfin, on l'utilise vraiment. C'est-à-dire que c'est un truc qui est cliqué par on ne sait qui ou vraiment les gens l'utilisent. Est-ce qu'on a un petit peu... difficile de dire avant il y avait tant de morbimortalité, après 2010 ça a baissé, mais est-ce qu'on a des données qui prouvent, qui montrent que les gens l'utilisent avec pertinence? Alors c'est une question, je remercie l'auditeur de nous l'avoir posée, qui est extrêmement difficile et relayée par Patrick Georges, parce qu'on n'a pas de données franco-françaises ni de son efficacité, ni de son utilisation. Je suis totalement transparent, puisque quand on regarde les données de la certification de santé, quasiment 100% des blocs français utilisent la checklist et de manière exhaustive. Il suffit d'avoir passé quelques matinées au bloc opératoire pour savoir que malheureusement ce n'est pas le cas. Donc l'outil certification ne peut pas mesurer ça parfaitement à l'état actuel. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la certification ne demande pas est-ce que la checklist est faite, mais c'est plutôt comment vous faites la checklist, comment vous évaluez que la checklist est bien faite, et pour que ça soit une démarche qualité. Voilà. Pour ce qui est de l'autre question, qui aurait été effectivement un argument essentiel, savoir, oui, regardez, il y a eu la période avant la checklist, on avait tant de complications, et maintenant avec la période après checklist, on a cette réduction. Mais pour faire cette comparaison, c'est ce que je disais dans la pléthore de publications qui sont un petit peu moyennes ou négatives, c'est qu'on ne sait pas quelle est la qualité de l'implantation. On va évaluer l'efficacité de la checklist sans savoir si elle est vraiment utilisée. Et donc, d'un côté, soit on aura une amélioration, mais qui sera peut-être due à autre chose, soit on n'aura pas d'amélioration, mais on ne saura pas pourquoi. Donc malheureusement, on avait beaucoup parlé à l'époque avec Dan Benamou, bien connu des milieux anesthésistes, et on avait finalement renoncé à faire cette évaluation, et c'est d'autant qu'en plus, comme c'est des comparaisons historiques, avant-après, sans pouvoir contrôler tous les facteurs de confusion, même s'il y avait eu de bons résultats après, est-ce que ça aurait été uniquement dû à l'effet checklist? Voilà. Donc malheureusement, on ne dispose que de ces essais, mais il y en a vraiment beaucoup dans la littérature pour être totalement convaincu du bien fondé, et des études aussi qui démontrent pourquoi ça marche. Parce que ça améliore la qualité au bloc, ça améliore la culture sécurité, et c'est un bon moyen, c'est un cheval de Troie pour essayer de améliorer la communication au bloc opératoire. Alors, donc, vous allez vous retrouver un certain nombre de détracteurs, de bonne ou de mauvaise foi, mais je respecte absolument toutes les opinions. Des freins, difficultés de compréhension, s'il suffit de se mettre autour de la table, je dirais, la table d'opération, pour régler ce problème. Des tensions quotidiennes, par contre, ça peut nuire à la qualité de la communication, avec un flux tendu, des relations hiérarchiques parfois compliquées. Après, il y a la vision des médecins qui voient qu'est-ce que c'est encore cette limitation de notre autonomie professionnelle, on ne nous fait pas confiance, etc. Et le médecin est très attaché quand même avec son haut niveau de formation et ses charges, ses responsabilités écrasantes. Il voit une perte de liberté de sa décision. Voilà, surtout en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un défaut d'appropriation par les professionnels de ces démarches qui sont souvent présentées administrativement, sans accompagnement,
parfois avec une situation dogmatique. On a tous connu dans les blocs opératoires des gens qui préféraient la lettre à l'esprit de la checklist. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a bon nombre de gens qui le voient comme un énième avatar administratif pondu à Saint-Denis ou ailleurs. Et puis enfin, il faut bien reconnaître que la checklist, bien sûr, ne résout pas tous les problèmes. Ça ne peut pas reproduire la vraie vie, toutes ces situations complexes, urgentes ou imprévues, même s'ils pouvaient s'en donner les moyens. Le fameux atterrissage sur l'Hudson, je ne sais plus quel était le capitaine, il a utilisé toutes les checklists avant de se dire « bon, mais je pose l'avion sur l'Hudson ». N'hésitez pas à poser des questions. Allez-y pour les questions. Là. Il n'y en a pas assez pour mon goût. En tout il n'y a cas. pas assez pour mon goût. C'est parce que je suis très explicite, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Trop complet, trop clair. Voilà. Alors, quelle est la solution? Bon, tout le monde, je pense, est à peu près convaincu que vérifier des informations, vérifier les points critiques, c'est pas complètement idiot. Donc, je pense que tout le monde, à peu près, est convaincu par ça. Par contre, un certain nombre de gens ne sont pas convaincus par le support actuel, qui peut apparaître rébarbatif, administratif, pas adapté à leur pratique au quotidien. Moi qui suis gastro-entérologue, en plus d'être conseiller senior à l'autorité de santé, la checklist dans son état générique ne correspond pas vraiment à ma pratique. Et donc la HAS a changé drastiquement sa politique en matière de checklist. Donc elle considère bien évidemment toujours comme impératif de vérifier de manière croisée les informations essentielles avant, pendant et après, j'insiste sur les 3 temps, toute intervention, mais désormais, puisque pour ceux à qui le modèle standard ne conviendrait pas, on vous laisse toute latitude dans les professionnels au bloc, dans les sociétés savantes, pour adapter la checklist à vos problématiques, aux caractéristiques de votre discipline. Alors, cette solution, donc, autrement dit, c'est adapter la checklist pour mieux l'adopter. Donc, je le dis clairement, l'HAS suggère, accompagne également les professionnels pour cette dimension d'adapter la checklist. La checklist ne vous convient pas? Prenez celle qui vous convient, mais trouvez le moyen pour partager ces informations. Voilà. Donc, si vous avez des gens qui sont réticents dans l'établissement à voir des professionnels s'emparer de la checklist pour vraiment l'utiliser, vous avez la bénédiction, par ma modeste parole, de l'adapter. C'est écrit quelque part, ça? C'est écrit partout sur le site de... C'est-à-dire que celui qui va dire « Non, mais votre truc, il ne me va pas, moi je sais que la HAS me permet de faire », il peut le sortir ou dire « c'est comme ça ». Vous allez sur le site HAS, vous mettez HAS checklist et vous avez tout ce que je suis en train de vous dire. Et ce que je rajoute, c'est que c'est de la responsabilité des gens. Si les gens ne veulent pas utiliser pour des raisons qui leur appartiennent la checklist, je crois que ça ne sert à rien de faire semblant de la faire, bien évidemment. Mais j'espère dans la première partie vous avoir convaincu de l'intérêt, même si, effectivement, comme Patrick Georges et l'auditeur me l'a cruellement souligné, nous manquons de data en France, nous avons suffisamment d'éléments pour en être absolument convaincus. Donc il faut, vous les leaders au bloc opératoire, les chirurgiens, les anesthésistes, les obstétriciens, que vous vous empariez de ce sujet, ainsi que les sociétés savantes, ça sera important pour la formation des futures générations. Donc en pratique, pour être clair, 3 options s'offrent aux professionnels qui sont résolus à améliorer cette communication au bloc opératoire. Soit ils sont satisfaits de cette checklist V 2018 qualifiée de générique, parce que même si j'ai fait un tableau qui a pu apparaître sombre dans mon introduction, je connais beaucoup d'endroits où la checklist est faite de manière tout à fait remarquable, où les gens sont appropriés, et je dirais même, ils ne feraient plus une intervention sans faire la checklist, tellement c'est ancré dans leurs habitudes. La deuxième option, c'est de disposer et de mettre en œuvre une checklist dite de spécialité. Donc, on a sollicité toutes les spécialités pour mettre en place des checklists de spécialité. Moi, j'ai la chance depuis une dizaine d'années de disposer d'une checklist endoscopie digestive qui n'a pas été faite par la HAS, bien évidemment, qui a été faite par la Société française d'endoscopie digestive. Et évidemment, ça facilite les choses. Mais il y a une troisième possibilité qui est celle-là qui est nouvelle, c'est-à-dire faites votre checklist comme elle vous semble la mieux adaptée à vos pratiques. Il y a un mode d'emploi dont je vais parler juste après, avec la philosophie, donc la nouvelle philosophie, adapter la checklist pour mieux l'adopter. Voilà, donc c'est
Ce n'est pas une injonction au changement, comme j'ai souligné, mais une proposition de soutien. Alors, il y a quelques questions, je pense Oui. que tu vas y répondre après. Je n'ai aucune idée de la spécialité de celui qui la pose, mais bonsoir, en pratique, que doit faire l'anesthésiste si le chirurgien n'est jamais présent en salle au moment de l'induction, car beaucoup de chirurgiens ne font la checklist que lorsqu'ils sont prêts à inciser. Bon, donc je vais répondre. Et puis une deuxième question, est-ce que 2 temps, un temps avant l'induction et un temps en fin d'intervention, c'est autorisé et donc suffisant? Je pense que ça va aller dans ce que tu veux dire. Alors, donc, si on peut me remettre le diaporama qui s'est effacé, voilà, très bien. Effectivement, je remercie ces 2 auditeurs qui ont une excellente qualité de questions, puisque c'est ce que j'aborde en suivant, mais on voit que vraiment ce sont des gens qui sont préoccupés par les sujets de communication au bloc opératoire, puisque c'est en direct du bloc qu'ils me posent ces questions-là. Donc, je vais répondre à ces 2 questions, et si je n'y réponds pas de manière suffisamment satisfaisante pour vous, je suis à votre disposition pour toute nouvelle explication. Voilà, donc comment on élabore cette checklist? Il faut qu'on se réunisse, il faut que vous vous réunissiez au bloc opératoire et que vous décidiez d'un socle qui va comporter les items minimaux à partir desquels vous allez proposer toutes les adaptations possibles. Alors, en pratique, il y a, donc c'est ce que vous prenez, parce que c'est quand même un support qui a été travaillé par les professionnels du bloc opératoire, donc tout n'est pas à jeter, loin s'en faut, même si, comme ça, je reconnais qu'elle puisse avoir une apparence quelque peu rébarbative. Voilà, donc vous extrayez ce qui vous semble incontournable dans votre activité. Par exemple, en gastroentérologie, l'erreur de côté se pose assez peu, quoique. Alors, donc, voilà. Donc, vous extrayez, c'est une proposition, il ne faut pas le prendre bien évidemment au pied de la lettre. Vous extrayez par exemple ce qui vous semble absolument essentiel dans la checklist et ça aboutit finalement à cette checklist personnalisée. Alors vous voyez que c'est déjà un logo un petit peu plus design que j'ai bricolé avec mes petites mains, mais que je suis sûr que vous allez certainement pouvoir bien améliorer. Et je réponds donc à la question d'un des 2 auditeurs. Oui, on peut fusionner les temps 1 et 2 si ça vous semble préférable. L'important, encore une fois, c'est de bien faire ces vérifications, de bien partager les informations et donc avec les gens qui sont en place. Donc, encore une fois, j'insiste, avant et après, parce que l'expérience montre quand même qu'on a fait quand même pas mal d'audits un peu plus spécifiques en salle, et la première partie est quand même plutôt bien faite. C'est plutôt après l'intervention, où tout le monde s'en va comme une volée de moineaux, que ça peut pêcher. Voilà. Donc en jaune, ce qui est souligné, je ne sais pas exactement comment c'est écrit, parce que ça fait un petit moment que je l'ai écrit, enfin, c'est la participation de tous, oui. C'est le fameux time out que disent les Américains quand il y a les matchs de basket où on se pose et où on vérifie absolument, tout le monde est là. Donc je réponds à la question du premier auditeur. Le chirurgien, s'il n'est pas là à l'induction anesthésique, il est forcément là quand même au début de l'intervention. Parfois, il peut déléguer dans certains hôpitaux académiques à un chirurgien assistant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe après dans chaque bloc. Mais il est important qu'avant de commettre, entre guillemets, l'irréparable, enfin, on va se gargariser dans des mots trop difficiles, mais qu'il y ait ce fameux time-out où on vérifie formellement l'identité du patient, le type d'intervention, la préparation, l'antibioprophylaxie et des choses comme ça, et les temps difficiles que l'on envisage. Je prends souvent cette image du commando militaire qui part sur une mission. Ils ont tous un briefing avant. Ils ont des objectifs communs, ils savent dans quel moyen ils vont disposer, quel va être le plan B quand ça ne marche pas. Et au bloc opératoire, même si c'est quelque part un peu plus routinier, surtout moi en gastroentérologie, quand c'est la 8e endoscopie de la matinée, bon, on connaît l'objectif, le bas-fond sécal. Mais le fait est qu'il est important de partager ce briefing. 2 questions. 2 questions. Qui démarre la checklist? L'infirmière, le chirurgien, l'anesthésiste, c'est rarement bien défini. Et même si c'est à peu près bien fait avant l'incision, la partie post-op est plus difficile à faire de façon systématique. Alors qui démarre? Alors, qui démarre? C'est une très bonne question et ça fait partie également de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue. L'important est de le faire. Alors, il est essentiel que ça soit un des leaders au bloc opératoire. Alors, bien sûr, ça peut être l'infirmière qui est tout à fait habituée à faire comme ça, mais c'est quand même en général préférable quand c'est le chirurgien qui dit « bon, on fait une checklist ». Alors, on se pose, ça ne prend pas 3 heures de faire une checklist.
Au maximum, si ça prend 2 minutes, c'est beaucoup. Donc, évidemment, ça peut être le leader, ça peut être tout à fait le chirurgien ou l'anesthésiste. Voilà. Alors, donc, ça me permet... donc, il n'y a pas de règle, ni avant, ni après. Par contre, après, effectivement, si quelqu'un, si dans la checklist que les gens font en général de mémoire, parce que au bout de quelques matinées au bloc opératoire, quand même, c'est difficile de ne pas se souvenir des items. Mais s'il arrive, notamment pour les checklists réagents d'urgence, eh ben, souvent c'est l'infirmière circulante qui saisit sur l'ordinateur les items de la checklist. Elle peut rappeler, ah ben, on n'a pas vérifié si la gestion des anticoagulants a été faite, par exemple. Voilà. Alors, et je finis juste. Et je finis juste. Et pareil, après, avant que le chirurgien ou l'anesthésiste s'en aille, ben, l'infirmière, on fait la check post-opératoire. Alors, attends, excuse-moi, c'est important de répondre complètement à la question de l'auditeur, parce que c'est une vraie question. Qui c'est qui démarre? Pas de règle. C'est comme j'ai dit, et Pauline rapportera son expérience, c'est que l'important, c'est que les gens concernés, l'équipe chirurgicale, l'équipe anesthésique, l'équipe infirmière, se mettent d'accord sur le qui fait quoi, comment. Ici, dans ce bloc, eh ben, le chirurgien n'est peut-être pas là, c'est la fameuse délégation des tâches, tout à fait au début, mais il a délégué toutes les informations, par exemple, à son instrumentiste, où c'est une intervention bien connue, ou alors il s'est mis dans une procédure telle que toutes les informations sont vérifiées sur un dossier. Et donc, cette décision collective de dire on fait comment la checklist chez nous. On est tous d'accord, on fait la checklist comme ça, et parce qu'on est tous d'accord, il faut vérifier ces points. C'est la sécurité de nos patients qui est en jeu, donc ça c'est un impératif incontournable, et chez nous, on fait comme ça. Ça va être le chirurgien qui va lancer, ou ça peut être l'anesthésiste, ou ça peut être l'infirmière. Il n'y a pas de règle, l'important c'est qu'on soit d'accord pour le faire comme ça. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais je voulais jusqu'au bout de ma pensée. Non, vas-y. Alors, mon ami Jean-Luc Moreau, urologue, dans l'enquête récente de l'AFU, seulement 47,18% des urologues ont été toujours présents au démarrage de la checklist. À peine 25% des répondants ont fait des temps de pause de façon systématique. Est-ce que les jeunes générations de chir et d'anesthésistes sont plus motivées? L'impact médico-légal n'est pas négligeable de tout ça. Dans le cadre de contentieux, les experts sont à même d'analyser si la checklist a été faite de façon croisée et complètement. Mauvais chiffre, hein, ça, quand même. C'est des chiffres criants de vérité, je dirais, ce qui on peut voir aussi de manière positive. C'est-à-dire que dans plus de la moitié des cas, les chirurgiens sont présents au début, et je ne sais plus quelle était voilà, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Mais 25%, ça fait vraiment le petit bas un quart du verre quand même, hein, pour les répondants qui ont fait le temps de pause. Hein. Oui. Oui, c'est nul. C'est nul comme chiffre. C'est nul, hein, on est d'accord. Tout à fait. Voilà. C'est donc peut-être pour ça qu'on est là. Mais... Elle a la sévérité de son jeune âge. Je serais peut-être un petit plus bienveillant en disant que il faut non seulement la mettre en place, mais la maintenir. Et je pense que cette étude que rappelle notre collègue urologue, c'est l'usure à l'usage. Et pourtant ça peut vraiment arrêter des événements. Donc je crois qu'il faut se forcer peut-être à le faire, mais une fois qu'on le fait systématiquement, sincèrement, je crois que c'est devenu une habitude, moi, dans mon bloc opératoire. Moi, je le fais depuis plus de 10 ans, et c'est naturellement que je la fais pour toutes les interventions. Et là, je finis juste, Pauline. Et je crois effectivement qu'il faut que les jeunes générations qui sont en formation voient la checklist faite au CHU, puisqu'il faudrait aussi qu'il y ait un petit peu plus de politique d'amélioration et de sécurité des soins qui soient enseignés dans les cursus, dans les maquettes d'enseignement, et qu'on peut rêver que, effectivement, dans quelques années, pour les gens, ça soit totalement naturel, au même titre que se laver les mains avant toute intervention. Alors, pour répondre à Mathieu Clauson, où démarrer la checklist? En salle d'op, dans le couloir du bloc, ou dans le couloir du bloc quand on commence à accueillir le patient? À quel moment? Quand il arrive ou quand il est rentré dans le bloc? Comme ça semblera le mieux pour l'équipe en salle, parce que ça dépend tellement des disciplines, ça dépend tellement des époques. Chez nous, écoutez, on peut très bien faire l'identito-vigilance et la vérification de ceci ou cela dans le couloir. Moi, je l'entends. D'autres, ils vont dire non, on rentre le malade, on se pose, on est tous ensemble. Je pense qu'encore une fois, on ne va pas... Je viens d'expliquer que la mise en place administrative forcée d'une checklist, un modèle unique,
s'était révélé être un succès, on va dire, limité. Donc, cet appel, cette offre de liberté donnée aux professionnels d'adapter la checklist à leur pratique se décline non seulement sur le modèle, mais sur la manière d'utiliser. Si dans votre service, dans votre bloc, dans votre équipe, il est mieux de le faire comme ça, faites-le comme ça. L'important, c'est de le faire. Voilà. En fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le fait de pratiquer la checklist, ça permet d'avoir une discipline de base qui fait augmenter la performance de base. Et en augmentant la performance de base, on a une meilleure sécurité d'équipe et on peut progressivement retirer des items ou prendre en charge des questions de sécurité par d'autres circuits que la checklist elle-même. Et pour éviter cette question d'usure, justement, une pratique régulière et systématique en équipe, ça fait progresser l'équipe. Et donc, ça amène naturellement à adapter la checklist. Et en l'adaptant, on s'use moins à la faire et on la fait plus facilement rentrer dans les pratiques et elle passe de façon peut-être plus indolore ou même peut-être même avec plaisir. Parce qu'on peut échanger quelques informations clés sur lesquelles on s'est tous mis d'accord. Et il y a une dynamique de groupe qui se crée. Et comme ça, il n'y a pas d'effet adoption et ensuite désertion. Je pense pour rebondir sur qui en fait démarre la checklist, nous on a eu cette conversation sur les conseils de Philippe, on a créé un noyau pluriprofessionnel qui représente toutes les spécialités chirurgicales. Il y a un ortho, un viscéral, un urologue, un anesthésiste, une ébone, une IAD. Et il y a deux écoles, il y a soit les IBOD et les IAD se sentent pas en sécurité de dire non là il y a un problème, on arrête face au chirurgien qui veut inciser et dans ce cas-là c'est bien que ce soit elle qui commence la checklist, comme ça elles se sentent à l'aise pour dire là est-ce qu'on est sûr qu'on a vérifié ça ? Ou alors, c'est une question de leadership. Et dans ce cas-là, c'est bien que sur le chirurgien ou l'anesthésiste volontaire sur ces questions de sécurité, il booste un peu l'équipe et il pousse l'IBOD et l'IAD qui sont pris soit par l'induction, soit par la distribution du matériel en début d'intervention pour dire non, là, on s'arrête, on vérifie. Et voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de règle, mais ça dépend un peu de la psychologie des équipes. Et c'est pour ça que ce soit bien que ce soit adapté, parce que ça permet à l'équipe de voir, elle, en fait, en situation, si elle se connaît très bien, si elle ne se connaît pas très bien, si elle se sent à l'aise avec les chirurgiens, si c'est plutôt les anesthésistes qui sont porteurs de ces questions. Comment l'objectif, c'est que ce soit fait à chaque fois et de façon systématique. Ouais, alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la checklist peut être faite de manière morcelée, entre guillemets ? Par nature, elle est morcelée, en fait. Les 3 temps, de toute façon, sont morcelés. Voilà. Bon, donc ça répond à la question. Allez-y. Très bien, il faut qu'on avance. Très intéressant ce qu'a rapporté Pauline, surtout parce qu'elle montrait son expérience à elle. Et surtout de jeunes praticiens. Donc c'est bien de voir qu'il y a une dynamique là-dessus. Voilà, donc j'ai insisté sur ces éléments de la checklist. Donc le time-out, on l'a fait, c'est très très important. À la limite, presque, c'est le temps le plus important de la checklist. Mais également, donc, comme on vient de dire, les prescriptions post-opératoires. Le no-go, on en a parlé, c'est finalement est-ce qu'on y va ou pas. Et la checklist permet effectivement d'être un temps pour identifier des éléments indésirables qui pourront être débriefés un petit peu plus tard dans le cadre d'une réunion de morbimortalité. Alors, les problèmes d'anesthésie loco-régionale peuvent et même doivent certainement être mis en œuvre dans un certain nombre de checklists, notamment concernant la chirurgie orthopédique, ainsi que la pédiatrie. Patrick Georges reviendra sur ces points ultérieurement. Oui, on le fera juste après, avant que Pauline nous parle. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je dois avoir une diapo là-dessus où j'ai repris... peut-être la faire suivante, je ne sais plus. Bon, vas-y, continue. Je continue. Les adaptations, vous avez compris, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et déjà, si vous le faites dans l'effort d'appropriation qui permet, au passage, vous avez vu, de régler les problèmes non seulement du format, mais de mode d'utilisation. Je trouve que l'intervention de Pauline a été très éclairante sur ce sujet. Voilà, donc vous la faites vraiment à votre main, sachant que le résultat que vous aurez obtenu, il va être confronté au réel, il faudra certainement le modifier 3 mois après, mais justement, c'est que ça soit un objet vivant. Et en soi-même, c'est une démarche d'évaluation de la qualité. C'est-à-dire, vous connaissez tous la fameuse roue de Deming de la qualité, c'est-à-dire on décide de faire quelque chose, oui, on décide d'améliorer la communication bloc-opératoire, soit parce qu'il est survenu malheureusement un événement
grave, soit parce que c'est votre conviction qu'il faut améliorer ce point qui n'est d'ailleurs jamais appris dans les écoles de médecine, ni qu'on ne voit pas vraiment non plus sur le terrain dans les hôpitaux académiques toujours. Donc on décide de le faire. On le fait donc avec ce noyau dont parlait Pauline pour établir la meilleure checklist concernant votre établissement. Ensuite, on évalue qu'on l'avait bien faite et le cas échéant, on la corrige. Donc vous voyez que c'est une démarche qualité. Et alors donc s'il y a des qualiticiens dans votre établissement qui disent « Mais attendez, avec l'HAS, ça ne va pas passer », au contraire, vous leur donnez une pépite à vos qualiticiens parce que non seulement les experts visiteurs disent « Ils font la checklist, c'est très bien », mais en plus, ils ont adapté pour encore mieux la faire. Alors donc, vous retrouverez également sur le site de l'HAS un mode d'emploi qui d'ailleurs comporte un support Word un peu spécial où vous pouvez rajouter des cases, en enlever, supprimer des colonnes. Enfin, c'est très facile de fabriquer votre propre checklist. Voilà. Et d'ailleurs, à l'HAS, c'est l'enquête à prenne fraîche. Vous voyez, ça date du 15 novembre dernier. On a eu les résultats préliminaire, intermédiaire, d'un avis sur, finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'adapter la checklist? Parce que ça fait quand même quelques mois qu'on en parle, même si ce n'est pas encore parvenu dans tous les blocs opératoires. Un certain nombre de gens ont entendu parler. Donc j'ai fait une extraction assez rapide. Et première question, une des premières questions, c'est finalement, chez vous, qu'est-ce qui est utilisé? Vous voyez que plus des 2 tiers, largement plus des 2 tiers, en fait, utilisent la checklist générique de l'HAS. Donc, l'utilisent plus ou moins bien, comme on a vu. Mais il y en a quand même un certain nombre, 18% qui utilisent les checklists spécialisées et 12%, donc spécialisées, c'est le deuxième niveau, celle proposée par les sociétés savantes, et des personnalisées, il y en a quand même déjà un peu plus de 10% qui ont entendu parler de ça et qui ont adapté la checklist à leur pratique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pas vous, auditeurs, à moins que vous ayez été, c'est fort possible, participé à cette enquête d'opinion. La plupart des gens ont été tout à fait convaincus de l'intérêt de, entre guillemets, choisir, de designer sa checklist. C'est des scores de 80% pour trouver que c'était une utilisation, pour favoriser une utilisation efficace de la checklist, que ça redonnait du sens à cet outil obligatoire et que, voilà, un peu moins, 73%, mais c'est quand même pas mal, qui trouvaient que c'était une démarche peut-être un peu difficile à comprendre, cette liberté donnée aux professionnels alors, après 15 ans d'obligation d'un outil uniforme. Voilà, donc ils sont amusés à faire un nuage de points dans tous les verbatims qui étaient fournis et vous voyez que c'est quand même qualifié de mieux, globalement. Cette adaptation est qualifiée de mieux, ça simplifie l'usage au quotidien de la checklist, ça améliore la perception de l'outil, son efficacité, son utilité. Bref, c'est toujours mieux quand les professionnels s'approprient un objet pour améliorer son utilisation. Alors, il y avait quand même quelques critiques. Il y avait un certain nombre de gens qui disaient que cette multiplicité de checklists qui allait spontanément naître dans tous les blocs de France pourrait apporter de la confusion. Non, quand c'est porté, moi je m'inscris, c'est certainement un défaut de communication de l'HAS. Non, au contraire, je pense que les gens qui sont dans nos opératoires, ils vont connaître leur checklist, même si c'est du personnel tournant. Justement, si les leaders portent, entre guillemets, la néo-checklist, les gens, ils vont s'y mettre, ils vont comprendre. Il s'agit de toujours partager les mêmes informations. Voilà. Après, il y avait un certain nombre de gens qui disaient qu'il fallait certainement accompagner les gens, faire de la communication, de l'information. Voilà, donc j'ai presque fini. On va laisser la parole à... Encore 2-3 questions. Encore 2-3 questions. Donc c'est simplement pour dire qu'une fois qu'on avait implanté ou réimplanté, parce que c'est souvent le cas, parce qu'elle a en général été utilisée, la checklist, on peut l'évaluer. Et là aussi, l'HAS a un petit guide méthodologique qui est également sur le site. Vous mettez checklist, évaluation, on va vous le donner de suite. C'est très bien que les gens de la qualité, vous leur demandez de venir faire un audit en salle pour voir comment ça se passe. Alors on craint toujours un effet Hawthorne, c'est-à-dire que la présence d'un auditeur modifie l'objet évalué. Mais en fait, les auditeurs qui connaissent leur métier, ils vont poser 2-3 questions aux gens du bloc, vous faites toujours comme ça, etc. Et donc la vérité sortira du puits, forcément. Et bien sûr, on fait ça pour améliorer
Deux questions extrêmement pratiques. Oui. La checklist peut-elle être faite oralement et enregistrée dans l'ordinateur bien plus tard par la circulante quand elle a un moment? Bonne ou mauvaise pratique? Encore une fois, liberté est donnée à tout le monde, mais spontanément, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux le faire au fur et à mesure, parce que force est de constater que même avec la volonté du monde, parfois il arrive qu'on omette un item considéré comme important. Donc je pense qu'il vaut mieux que la circulante fasse l'enregistrement des données au fur et à mesure de la checklist. Encore quelque chose de très pratique, une checklist faite correctement en présence de l'anesthésiste et de l'IBOD, mais sans le chirurgien, est-elle validante? Alors, validante, je ne sais pas ce que ça signifie derrière, mais... Pertinente, on va dire. Oui. Est-ce que ça peut marcher comme ça ou pas? Alors, tu as répondu un peu avec les délégations données à l'IBOD. Voilà. Voilà, donc encore une fois, si c'est la pratique de l'établissement parce que le chirurgien, par exemple, est en train de terminer une intervention à côté, ou il a été appelé pour une urgence, ou voilà, enfin bref, je crois que c'est un cas de figure qui doit être étudié, et en tout cas, si cette vérification avant l'anesthésie, quand même, qui est indispensable, c'est pas la peine d'endormir un malade si par exemple il n'y a pas le matériel disponible, ou si l'Oxarelto n'a pas été arrêté, c'est certainement très grave de commencer l'opération, mais c'est également embêtant de commencer à endormir. Ce n'est pas devant un anesthésiste que je vais dire ça. Donc, il faut, si c'est en cette situation, qualifions-la de dégradée. C'est quand même mieux si les trois catégories professionnelles sont présentes. Bon. Mais s'il y a au moins quelqu'un qui peut absolument rapporter le cas clinique versant chirurgien, on peut, le cas échéant, si tout le monde en salle est d'accord pour dire que cela ne nuit pas à la précision et la pertinence du renseignement à la checklist, ça peut être envisagé. Avant de laisser la parole à Pauline, je veux faire deux focus sur deux trucs bien particuliers. C'est l'enfant. Alors déjà, il existe un logo qu'on peut faire apparaître sur la checklist, qui représente un petit enfant à quatre pattes, là, et à 5 points clés chez l'enfant. Associer les parents lors de la vérification d'identité de l'intervention et du site opératoire. Forcément, il ne peut pas s'exprimer. Donc, voilà. Disposer d'une autorisation d'opérer signée. Prévoir une installation du matériel et des prescriptions adaptées à l'âge, au poids et à la taille du patient. 4. Et la 5e, prévenir l'hypothermie péropératoire. Et puis enfin, pour finir, définir des seuils d'alerte spécifiques pour la période post-opératoire. Donc tout ça, c'est les 5 points clés. Donc en fait, il faut se les poser et cocher. On a répondu à ça ou on n'a pas répondu. La réponse, elle peut être variable d'un établissement, d'un service, d'une habitude à l'autre. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, il faut se poser les questions et apporter une réponse. Ça, c'est la pédiatrie. Pour les locaux régionaux, c'est pareil. Il y a un pictogramme qui s'appelle un stop avant une ALR. Une dame qui... Alors, il est possible de faire figurer dans une checklist personnalisée un élément incitant les praticiens à un temps de vérification avant la réalisation d'une ALR. Vérifier le côté opéré, bien évidemment. Vérifier que le matériel anesthésique et chirurgical est disponible et adapté. Et contrôler le type d'ALR à effectuer. Alors, moi, je fais une remarque très particulière sur le matériel d'anesthésie et chirurgical. Le matériel d'anesthésiste, ça concerne l'anesthésiste et son bazar à lui, ok. Par contre, la case à cocher, matériel chirurgical, pré-opérationnel ou pas, ce n'est pas à l'anesthésiste de le cocher avant de pratiquer l'ALR. Puisque ça, c'est forcément quelqu'un de l'équipe opératoire qui va pouvoir le faire. Donc on ne demande pas à un anesthésiste qui est dans une salle différente avant de faire son ALR de cocher que le matériel chirurgical est opérationnel. Là, Pauline et Philippe, vous avez des réponses là-dessus, mais ça doit être dans la liste de l'anesthésiste, mais ce n'est pas lui qui doit le remplir. Ben voilà, Pauline, je crois que ça te fait la transition avec ce que tu voulais dire. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, on est partis au GEF. On a eu 2 erreurs de côté dans l'équipe, je le dis en toute transparence. Une avec la checklist et une sans checklist, pardon. Qui ont donné lieu à des RMM, mais qui ont surtout donné lieu à une réflexion et une remise en question assez profonde. C'est parti d'un premier constat qui était qu'effectivement, il y avait des chirurgiens qui faisaient la checklist, d'autres qui ne le faisaient pas, en ortho, mais aussi dans les autres spécialités. Et moi, j'en ai tiré la conclusion que ça venait du fait que la checklist, elle avait été
mal amené auprès des chirurgiens. Et j'ai choisi de me replonger dans le livre original d'Atul Gawande qui a été publié en 2009, où il explique comment est née la checklist, comment elle est arrivée au bloc opératoire, comment elle est utilisée pour construire des buildings dans la haute gastronomie française, pour que les médecins, qui sont des gens intelligents, cultivés, curieux et assez créatifs, pour le meilleur et pour le pire parfois, mais assez créatifs, puissent se saisir de cet outil sur un plan intellectuel. Et que ça permet, en fait, c'est la première porte d'entrée justement pour adapter la checklist. Du coup, ça venait assez naturellement de se dire, nous par exemple au GEF, on avait la checklist HAS 2018 dans le DPI, donc qui était cochée informatiquement. Mais effectivement, c'était long, c'était pas toujours adapté. Donc ce qui se passait, c'était qu'il y avait une espèce de billet d'humeur sécurité en début d'intervention, où le chirurgien, l'IBOD, faisait le point sur 2-3 éléments de sécurité, mais jamais les mêmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai souligné en fait dans les topos de sensibilisation, c'est que l'intérêt de faire la checklist, c'est tout le temps les mêmes items, tout le temps, pour augmenter la rigueur et la performance de base. Et en augmentant la performance de base, tout le monde progresse parce qu'on est habitué, sans réfléchir, à checker les mêmes choses ensemble. Et c'est de cette façon qu'on peut mieux se reposer les uns sur les autres. Ça diminue un tout petit peu la charge mentale du chirurgien, un tout petit peu parce qu'il est bien sûr responsable de tout ce qui se passe au bloc opératoire, mais ça lui permet de mieux se reposer sur l'équipe aussi d'une autre façon. Donc, moi j'avais lu les flashs HAS, adaptation de la checklist, donc je suis arrivée au conseil de bloc comme une fleur, en disant très bien, nous on va faire ça. Et là, la direction des soins, hors de question, la checklist c'est HAS 2018, on n'y touche pas. Il y a la certification de l'établissement dans 1 an et moi j'avais le flash HAS et il me disait non mais ça vous êtes très mignonne avec vos topos de sensibilisation, on a bien compris, c'est parfait, mais HAS 2018. Et donc en fait j'ai contacté par mail, il y avait le mail et derrière il y avait Philippe Cabarrot et c'est pour ça qu'on est là ce soir, qui extrêmement gentiment, de façon pédagogique et tout, non seulement m'a répondu et m'a encouragé, m'a dit écoutez c'est super ce que vous faites, on va parler avec vos leaders de l'établissement et puis on va vous accompagner dans ce travail d'adaptation de la checklist avec des supports méthodologiques et avec une méthodologie très pragmatique. Non pas d'organiser des réunions où tout le monde va dire oui mais le chirurgien il n'est jamais là au premier malade à l'induction, mais en formant un groupe pilote avec un représentant de chaque spécialité du bloc opératoire qui sont des gens sensibilisés, motivés et déjà convaincus et qui ensemble vont se mettre autour d'une table, nous c'est ce qu'on va faire demain soir, pour reprendre la checklist et dire ça on le garde et ça on ne le garde pas, avec pour objectif que ce soit simple et applicable. Et que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait. Et en fait, en faisant ce travail, je dirais que de façon plus intelligente, la question de qui est autour du malade au moment de faire la checklist se pose moins. Parce que c'est évident que si on est impliqué dans les vérifications de sécurité, on descend plutôt du staff, on est là auprès du malade avant, et ça se passe beaucoup mieux que d'être dans des espèces de conflits de qui démarre, qui est là, qui n'est pas là. Et il faut laisser, je pense, les gens qui sont motivés sur ces questions et convaincus qu'il faut le faire et peut-être plus rigoureux, de le faire, de l'appliquer et de voir qu'en fait ça fédère l'équipe, ça fait avancer la journée parce que tout le monde est là, mobilisé, ça fluidifie quand même le déroulement des malades et tout le monde y gagne. Nous, c'est le pari qu'on est en train de faire. J'espère que ça va payer. Donc, checklist adaptée, introduction au bloc et on a utilisé les grilles d'évaluation qui sont aussi fournies par la HAS, qu'on a donné à notre service de qualité et gestion des risques. Et donc, ils vont venir au bloc opératoire pour évaluer, en gros. Et donc, dans l'évaluation, nous, ce qu'on espère, c'est bien sûr voir une baisse du taux d'événements indésirables, mais d'améliorer, en fait, l'ambiance de l'équipe. Et ça, c'est un truc qui apparaît aussi dans beaucoup d'articles, c'est que la checklist, c'est un outil de communication interprofessionnelle. Ça aide les gens qui ne font pas le même métier à communiquer.
Et la communication au bloc opératoire, c'est pas facile parce qu'on est dans un univers anonymisé, on a des masques, on ne porte pas des vêtements, c'est pas propice à la communication déjà. C'est un environnement très contrôlé, assez dur, où il y a beaucoup de tensions. Et d'utiliser cet outil pour des vérifications de risques, mais aussi pour apprendre à mieux communiquer alors qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'aime pas, qu'on n'aime pas travailler ensemble ou qu'on aime travailler ensemble, et bien ça fédère l'équipe et ça augmente le professionnalisme de l'équipe. Et c'est ça, je pense, le meilleur moteur pour utiliser au mieux ces outils et développer la fameuse culture de la sécurité, qui est en fait au final ce qui va compter. Ça, c'est super bien ce que tu dis. Mais une question concernant toi, orthopédiste, il y a eu une SSP qui a été faite par Orthorisque sur la vérification du matériel 48 heures avant, qui irait bien dans ma demande, en tout cas pour les locaux régionaux. Et qu'en est-il en pratique de ça ? C'est appliqué Nous, par exemple, on ne peut pas. Au GEF, on ne peut pas. Parce que vérifier le matériel 48 heures avant une intervention programmée, ça paraît tomber sous le sens quand on voit comme ça. Quand on voit les difficultés de fonctionnement au quotidien, les problèmes de stérilisation, nous, on est dans un établissement où on est en train d'augmenter l'activité. Donc, on a une tension entre le matériel disponible et les interventions qu'on réalise au quotidien. On a des problèmes de recrutement de personnes sur la stérilisation, le fait aussi qu'on ait un service mixte avec du programmé et des urgences. Alors la checklist de vérification du matériel, de mémoire, elle est concernée que le programmé, mais vérifier le matériel, c'est pour toutes les interventions, y compris les interventions d'urgence. Donc c'est vrai que ça a été mal reçu et en tout cas pour nous actuellement c'est non applicable. Donc on fait la vérification du matériel le matin en début de journée et avant chaque intervention au moment de la checklist. Mais 48 heures avant, on a trop de tension sur les ancillaires, sur les boîtes pour pouvoir le faire. Pourtant, c'est une bonne idée. Une petite question juridique. Alors, il n'y a pas de juriste ici, mais enfin, là, je peux y répondre relativement facilement. Quelle est la place juridique, entre guillemets, en cas de litige lors d'une expertise ? Alors, c'est très simple. La checklist, c'est comme le reste. Il y a les recommandations professionnelles, et puis il y a tout l'aspect réglementaire, la loi, quoi. Donc, lorsqu'on pratique, il faut respecter les recommandations professionnelles et la loi. Et lors d'une expertise, l'expert va vérifier qu'on ait respecté la loi, et puis que, enfin, en tous les cas, il tiendra compte du fait qu'on ait respecté ou pas la loi et les recommandations professionnelles. Et s'il s'avère que l'événement indésirable qui a amené à l'expertise est parce qu'on n'a pas respecté ou la loi ou des recommandations professionnelles, il est tout à fait probable qu'il considérera qu'il y a un manquement et que ce manquement peut être fautif et qui peut être la cause directe de l'événement indésirable, ou tout du moins être quelque chose qu'il a favorisé. Ce n'est pas spécifique à la checklist, mais la checklist, c'est réglementaire. Donc si on ne la respecte pas, forcément, on peut s'exposer à être dans une situation difficile. Quelque chose de... Philippe, là-dessus ? Non, tout à fait d'accord. Voilà. Il y a Mathieu qui dit, qui fait, mais là c'est plus un commentaire, il regrette que lorsque des visites de certification d'établissements, les experts n'aient pas un rôle plus pédagogique pour expliquer comment il faut mettre en place une checklist plutôt que de simplement vérifier qu'elle existe. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort directement, c'est une autre partie de la chasse. Mais effectivement, on y travaille, Mathieu, on y travaille, et on a formé tous les bataillons d'experts visiteurs à cette nouvelle politique HAS. Et est-ce qu'ils porteront le message avec pédagogie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait cet effort. Je crois que c'est l'heure. Entre la dernière diapositive. Oui, bien sûr. Vas-y, la dernière, voilà. Simplement que nos collègues de Singapour ont publié il y a quelques jours, le 15 novembre, un papier comme quoi une réappropriation, ce dont on parle, ce qu'a raconté avec grande qualité Pauline, ça s'accompagne d'une amélioration de résultats en matière de travail en équipe, de culture sécurité et également de résultats cliniques. Voilà, ici. Donc, à nous de faire en sorte que ça soit aussi vrai en France qu'à Singapour. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux comme fin ? Comme conclusion, voilà, c'est une belle conclusion. Donc, on va pouvoir finir là-dessus. Demain, il y a un rendez-vous, donc une autre télé, l'installation libérale avec le partenaire Med Corner.
Et puis si vous restez encore 2 minutes connectés et que vous n'étiez pas là 2 minutes avant que ça commence, Mathieu, il va remettre le plan du parcours pour la chirurgie pédiatrique qui permet maintenant d'affirmer qu'on a un maintien des compétences puisque ça nous est fortement demandé, même si les RPP ne s'appliquent qu'en juillet. C'est très bien de pouvoir avoir maintenant des preuves que le parcours est suivi. Donc on verra Mathieu après la fin. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Pauline. Merci Philippe. Merci et à très bientôt sur notre télé, quoi. Merci. Merci. Rejoignez-nous pour 3 soirées dédiées à l'anesthésie pédiatrique les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars à 19h30. Le professeur Isabelle Constant présentera au travers de cas cliniques du quotidien les grands principes d'organisation et de gestion des risques pour la prise en charge des enfants au bloc opératoire. Une première session, le jeudi 11 janvier, sera consacrée aux grands principes d'organisation et aux spécificités de l'accueil d'un enfant, de la consultation à l'hospitalisation, en passant par la checklist, la prise en charge au bloc opératoire ainsi qu'en salle de réveil. Ces recommandations seront déclinées autour d'un cas clinique de chirurgie de circoncision. Le deuxième live, le 31 janvier, présentera un cas d'adénoïdectomie. C'est le risque respiratoire qui sera au cœur de nos discussions avec la prévention et la prise en charge des désaturations, laryngospasmes et bronchospasmes. C'est un sujet d'actualité car nous sommes en pleine période de prise en charge des enfants enrhumés. Enfin, la troisième soirée du 6 mars s'intéressera à l'amygdalectomie, dont on redoute principalement les complications hémorragiques, en cohérence avec les recommandations des sociétés françaises d'anesthésie et d'ORL. Nous détaillerons l'évaluation préopératoire, les critères de réalisation en ambulatoire, la gestion anesthésique et les complications, saignements, douleurs, nausées, vomissements, ainsi bien sûr que la problématique du recours à un centre de référence. Que vous soyez anesthésiste, infirmière ou responsable d'un centre avec une activité de pédiatrie, inscrivez-vous pour 1 heure de formation interactive en format Web TV sur le site Branchet Solutions à l'onglet Formation. Ces formations sont ouvertes à tous. Parlez-en autour de vous, invitez vos IAD, les infirmières de salle de réveil, les responsables de bloc opératoire et même pourquoi pas vos collègues chirurgiens, urologues ou ORL. Après avoir participé à l'émission, vous recevrez un certificat qui participera à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. 19h30 les 11 janvier, 31 janvier et 6 mars. À très bientôt sur nos plateaux.